Le lendemain, à l'heure de midi, il se surprit à attendre les oiseaux. Ils ne manquèrent pas au rendez-vous. Et chaque jour, il en fut ainsi. Longuement, avec une patience de pierre, les yeux grands ouverts, aigus comme des épines, absolument glacés, imperturbables, ils étaient là, fixés sur la bête efflanquée qui, sous le soleil ou les étoiles, exposée à tout regard, espérait vainement se sortir de ce gouffre. Il sombra dans le sommeil malgré lui. La brûlure du soleil l'en tira. Et les oiseaux, le renard le sentait dans ses entrailles, les oiseaux, eux, n'attendaient que le moment où la bête, enfin couchée sur le sol, l'œil voilé, mais encore chaude, encore vivante, serait livrée à leurs griffes, à leurs crocs. Ainsi le renard et les oiseaux se guettaient. Le temps s'écoulait doucement. Les ombres faisaient leur ronde éternelle, le soir venait, et le premier frisson de la nuit poussait les grandes ailes à se déployer nonchalamment, et la bête restait là, dans le bassin, à jamais clouée par ce regard de mort. Le départ des buses créait un gouffre de silence où se prolongeait l'épouvante. L'autre gisait, sans force, les pattes mortes. Désormais, quand il voulait se lever, il chancelait. Il ne faisait plus la différence entre la nuit et le jour. Il voyait passer des lumières indéchiffrables. Masrouquette, les ruines de Gardy, elles sont en filigrane dans votre œuvre, un peu comme le prototype de toute ruine et de toute destruction. Et dans Vers Paradis, les personnages en voient même dans leurs rêves des ruines. Oui. Alors qu'est-ce que c'est qui est en ruine? C'est le pays ou c'est l'individu qui porte en lui la mort comme une ruine potentielle? Qu'est-ce que c'est que ces ruines? Il y a la menace de la mort, évidemment, qui est inhérente à tout être, et qu'un être qu'il a ressenti très tôt dans sa vie, à l'âge de 10 ans, devant le corps de sa mère morte, l'a ressenti beaucoup plus puissamment encore que d'autres et en est resté profondément marqué. La mort a été plus présente dans mon esprit que pour beaucoup d'autres, étant donné que les civilisations s'efforcent toujours de gommer, de masquer et d'effacer la mort. Et il est bien certain que toute ruine constitue un écho dans l'esprit à cette idée de mort. Dans Vers Paradis, quelquefois, l'écrivain s'identifie à un personnage en train de vivre ou de mourir. Quelquefois, il s'identifie à un animal, quelquefois même à une plante, quelquefois même à des éléments minéraux. Enfin, on a l'impression que quelque part, vous vous identifiez par l'écriture à la totalité du monde. C'est une sorte d'entrée dans le réel, au-delà des jugements de valeur, au-delà des apparences. Ah oui, moi, c'est une tendance profonde chez moi de communion avec tout ce qui vit, et même avec le monde minéral, le monde qui nous entoure et auquel nous participons, car enfin, notre matière est faite de la même matière que les pierres qui sont devant nous, que les plantes, etc. Et je pense que toujours j'ai eu c'est une tendance profonde de l'être, et je crois que c'est une chose qui m'a servi dans l'écriture, qui m'a servi parce qu'elle donne la force d'exprimer des choses qui, ordinairement, se trouvent à distance de nous, dont nous sommes séparés, distanciés. Quand j'étais ici, moi j'aidais à la maison, et nous avions un âne, ou une ânesse plus exactement,
Et je grimpais dessus, on lui installait la barde, et sur la barde, je m'en allais tel Sancho Panza, et on allait ramasser des herbes pour les lapins ou pour l'âne. Et c'est là d'ailleurs qu'un jour, mon père m'a révélé, alors que je vivais baigné dans cette langue qui se parlait beaucoup encore à Argelliès, que mon père un jour m'a révélé cette forme de la langue transformée par l'art. Je ramassais des liserons, ce qui s'appelle ici, comme dans tous les pays d'Oc, courricioles, c'est-à-dire des petits cordons. Et j'en avais fait un gros paquet, mon père m'aidait à le charger sur la barde. Et lorsque tout d'un coup il me dit « Tu connais les vers de Mistral ?» Je lui dis « Non, lesquels ?» Alors il me dit « C'est la scène où Mireille est partagée entre les larmes et le rire. » Decial ou rissoulé, se mesclava si plur, semblablement alla i gagnol, che mati di curriciolo, bagno, li campaneto molo, et perlecce s'esbeu i prumière i clarour. Ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé, et vous voyez, je ne sais pas si ça se sent dans mon expression, mais j'en suis bouleversé chaque fois que je le redis. Parce que ça a été un tournant dans ma vie. Ça m'a appris que cette langue que nous parlions, et qui est très belle, parlée à l'échelon quotidien, pouvait tout exprimer, et divinement, et dans une musique admirable. Et ça a été une des points déterminants de cette vocation que j'ai eue, et qui a fait que vers l'âge de 12 ou 14 ans, un jour au lycée, j'ai dit, devant des amis dont j'ai oublié le nom, que si jamais j'avais dans la vie quelque chose à dire, ce serait en langue d'oc que je le dirais. Lo gaitava lo giols escarcaiats como s'anavon beure tota la notch. E subran lo volat de sas mans se faguet mai nervius, se nauset. Lo cor me picava redde. Cridet enfim bas, primier, pioi mai fort. Pastrou, 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 sai que dormisses. Res mude pas. Los grills vesins se calèron. Mai avim passes, d'aquí, d'alai, era sempre aquel planyun dus, aquella pulsacion d'un esperteunie e fis en sus. Tornè sona mai rede, mai fort, mai nervius, se calava per escutar. Prenguet una carriera. Lo vesioi dins un anà 38 ans a Paupas, de cops torrazzant de la lusur de luna qui plovia dessus au mitan d'una placeta, e d'autres cops vesioi pas pus qu'en passava dios un d'aquelles porges de mon país, que son ombra gibusa sulla clarour, lion, au fund d'una porta romana on la luna encara l'esperava. Per el, la carriera, lo vilatge, era pas que desert, silenci e portos duros. Portos redundos de voltos a messus clavel grossis. Se les havia pogut dormir, hauria trapat una notch mai espessa encara que la notch. Un mund escur de peiros aclapadas, de causos delembrados din lo son. La man do viei amaniagava peiros de talla, portos bornios, pares engrepesidos. Sa man que, per cops, fesioi subran lusi dins un rebat, peis senziols dins aquel pesquier de luna. Din lo bon de la noche, aquel enfant que fai un po' sa descoberta do mundo e do vilatge a través do laberinto de Zustau en seguissem o passant. Oui. L'aves viscu a quel moment del bon de la noche ou l'aves fa me de museu? Oh, es fa de floc de mussels, es fa de memoria, comprenedes pas. E de segur que tot aquella seguida de las muralles, de las parets, de las porches, que hi ha 4 o 5 porches din quartiers, de porches, de porches. Oui, il y a 4. Oui, il y a 4. Et de las caves, de las portes, tout à coup. Per io, come per los autres, un mystère, una question, d'appeler d'encantament. Ma qui se sentis din lo bon de la noche que lo vilatge era pas un embarrament
era come un meno dei mondi tutta, onde hi havia mezzande d'entrar in tutti i misteri, infine in tutti gli incantamenti, e de descobrir un po' il mondo per un enfant. Et oui, il y avait tout ce qui calier. Il y avait las personas, los estres, il y avait las bestias, il y avait las causas, los ustaus, las plantas, las herbes, tout est de... La lune. Toute la lune, tout ce qui fait partie de notre vie. Quel pensa que l'estiu lo passava de fora fins a 11 del vespre o mitjanit, expandit sur l'aïrou, a val, sur l'herbe, le ballet, s'expandissien aquí. Dieu, vas tombar, fai pareil. E ben, ce qu'il dit tout à une communion, amb la vida, amb tot. És una set de l'estre de cercar l'estre expandit en com mai. On té que se nasconde, che sia dintre una planta, dintre una bestieta come la bestia bundiu, lo pregadiu, tutto cosa. Un po' più largo che l'uomo. Si cantano io sono qui Avanti. avanti. Sì, allora l'aveva vestito del quartiere. Quando potete andare la quota, la première. Allez, alla buona vostra. Alfonso, a poco si perde. In 1900? Andava alla scuola Canavian Lupien. Ah, wow. Via, tu hai dit Mathias, on est coursier, 2 mois. Mais juin, tu peux dire l'école Per anar a Oscar. Per anar a Oscar. Per anar a Oscar. Particiant d'així, el diumenge al soir, menjaven la sopa, particiant anaven al bosc, cuchaven a la tenda. Perquè al matí, companyies en les places. Havia des couvertures, des sacs de Ah, couchage. no, Di coberta. la coberta e de rama de xut. Pescau la rama. Hi havia patia en paia, tu lo C'est pas saps. complet. Casa au plat. Ils étaient exilés partout. Donc qu'ils soient exilés à Ravenne, qu'ils soient exilés à Padoue, qu'ils soient exilés à Mantoue, qu'ils soient exilés à Rome ou ailleurs, Ou Argeliette. pourquoi ne le serait-il pas à Argeliette? Alors, l'imaginaire pouvait permettre à l'enfant que j'étais d'admettre que cet homme avait pu, au cours de ses errances dans l'Europe entière de l'époque, s'arrêter un jour chez moi. J'avais lu dans l'histoire de Dante qu'il avait, à un moment de sa vie, perdu 5 ou 6 chants de la Divine Comédie. Il les avait cachés dans un creux de muraille qui avait été muré. C'est un homme qui a fait toutes les villes d'Italie avant de s'expatrier jusqu'à Ravenne, et dont certains ont dit qu'il était allé jusqu'à Paris, et on l'a trouvé là-dedans. Eh bien, moi, j'ai trouvé un creux dans la muraille, et tout mon imaginaire a démarré à partir de ce creux, où il y avait en réalité comme trésor que probablement une modeste lampe à huile, ou je ne sais quelle boîte à biscuits, dans lesquelles on mettait les 4 sous qu'on pouvait économiser. Moi, ces porches qui sont dans Argeliès et qu'on peut voir et que les images permettent de voir, c'est pas grand-chose. Mais pour moi, quand je lisais des livres sur Florence, Florence que j'aimais pour Dante, ou à travers Dante, pour moi, c'était une ville aux ruelles étroites. Elle l'est d'ailleurs dans une certaine mesure.
Et c'est une ville également où il y a des porches, où il y a des coupes-gorges, des trucs comme ça. Et c'est ce qui m'enchantait, ce dédale dont on peut sortir, dont il n'est pas dit qu'on ne doit pas sortir. Ce n'est pas le fond de ma pensée, mais c'est, au fond, c'est l'univers des hommes. Parce que remplacer les maisons et les rues par des êtres, vous vous promenez entre des alignements de personnes qui sont chacune une énigme. C'est un monceau d'énigmes. Vous roulez entre des énigmes que vous ne résoudrez jamais. C'est un des aspects aussi que certains n'ont pas vu et que moi je pense que c'est l'aventure humaine, c'est quelque chose de prodigieux. Le dédale, vous parliez du dédale, du labyrinthe. Le labyrinthe, c'est le labyrinthe entre les autres. Arrivez-vous à vous reconnaître entre les autres? Pour se retrouver, il faut avoir le risque de se perdre. Il faut avoir le risque de se perdre, et outre cela, il faut avoir l'immensité du risque de se perdre. Parce que on ne peut pas reprocher aux autres d'être différents de vous. Ils sont immensément différents de vous, mais vous errez au milieu exactement comme Thésée pouvait errer dans le labyrinthe. S'il n'avait pas eu le fil d'Ariane, il ne s'en serait jamais ressorti. Et je crois que la réalité, c'est que de fil d'Ariane, il n'y en a un que dans le mythe, et que chacun de nous se perd immanquablement dans le réseau infini des diversités des autres. Et cela sans jeter la pierre aux autres, parce que ce qui est pour les uns est pour les autres. Tout le monde s'y perd dans le... Tout le monde aide les autres à s'y perdre et tout le monde s'y perd. Et il y est toujours Dante pour vous à Argelliès? Oui. Il ne cessera jamais d'y être. Jamais. Il y est comme Ponce, hein, comme Schubert, comme Mozart, comme tout ce qui compte, qui dit quelque chose. Hein. À toi. Tous ces oiseaux derrière. Les oiseaux, mais ils sont merveilleux, ces oiseaux. Ils sont merveilleux, on ne se passe pas de ça. Fossiles. À la couvertoirade du Larzac, on est un peu au départ de lente migration familiale des rouquettes à travers les siècles. En effet, c'est d'ici qu'est partie l'errance des rouquettes, enfin une errance relative, puisqu'ils se sont rapidement fixés. Il y a d'abord eu mon arrière-grand-père qui est devenu médecin à Saint-André de Sangonis, et dont un des fils est allé se marier à Argelliès et a été mon grand-père. Là, on est dans la maison des De Grailles, qui est devenue une maison rouquette par le jeu des successions, des héritages. Et il y a un blason très beau dessus la porte. Aussi. Et des mariages. Oui. Il y a un très beau blason aux armes parlantes des De Grailles. Et il y a un dragon, il y a un arbre. Enfin, ah oui, il a une signification. C'est une image extrêmement intéressante, c'est une image passionnante. Parce qu'elle, en plein XVIe siècle ou XVIIe siècle, elle nous restitue une interprétation presque psychanalytique de la réalité humaine,
qui plonge ses racines dans les puissances souterraines, dans les forces de la terre. C'est le dragon qui a toujours symbolisé d'ailleurs les forces chthoniennes. Dans l'alchimie, et notamment. c'est ça, l'arbre plonge ses racines dans le dos de la bête et en tire toute sa sève et la transforme immédiatement en feuillage et même au-dessus en oiseau, puisqu'il y a, comme vous pouvez le voir, les deux oiseaux qui sont à droite et à gauche et qui sont des grailles, ce qui en occitan signifie les corneilles. Et c'était le nom de la famille, c'est donc des armes parlantes. Et au-dessus encore, plus haut encore que l'oiseau, il y a une étoile de chaque côté, et qui est l'image la plus absolue de la sublimation, c'est la plus haute expression de l'esprit. Cette traversée un petit peu de tous les étages du monde, c'est pas un peu un symbole de l'écriture aussi pour vous? Ah, c'est certainement un symbole de l'écriture. Pour moi, l'écriture qui est poésie, comme tous les arts, sculpture, peinture, tout est poésie pour moi. Et je crois que c'est la vérité. Et tout cela procède de cet effort de sublimation de tout ce qui compose l'homme, de toutes les parties de l'homme, y compris les plus matérielles et les plus animales, car enfin l'homme procède de l'animalité par ses structures, par les phénomènes de sa vie intérieure physique. Il procède de l'animal, il en a toutes les vertus et tous les défauts, et tout cela, par l'écriture, devient transformé en pensée, en idée, etc. Et en rêve, en image, en musique. Mon père avait beaucoup de souvenirs de chasse dans ce pays où, évidemment, nous avons gardé la famille, puisque la maison appartient encore à une partie de notre famille. Et il venait avec eux très souvent dans sa jeunesse et même dans sa maturité, passer facilement une semaine ici, au cœur de l'hiver. Et il m'a raconté des chasses à la piste qui étaient vraiment fascinantes et dont j'ai toujours rêvé, bien que je n'ai jamais pu, de par des empêchements de la vie, les réaliser et le retrouver. D'ailleurs, je crois que la chasse à la piste est actuellement interdite, mais je dois reconnaître que des promenades sur le Larzac, couverts de neige, en plein jour, non pas en pleine nuit comme mon personnage de la Houboï des Neiges, de telles promenades, malgré le froid, devaient être absolument exaltantes, avec évidemment les palpitations que donne toujours la chasse, et puis les retours et les immenses feux dans les grandes cheminées de cette maison, et cette espèce de confort énorme que l'on ressent bien plus lorsqu'on a été dans le froid et la neige pendant des heures dans la journée. Tout cela a constitué pour moi un arrière-fond de rêverie qui m'a probablement servi, en particulier pour le hautbois de neige. Alors le frère prit dans un coin un gros sac qu'il chargea sur son épaule. La mère tira à elle une couverture où elle avait rangé des affaires et un petit panier. « Je ne veux plus revenir ici. » Puis nous sortîmes. Le jeune homme malade allait devant, sans lumière, éclairé seulement par la pleine lune, suivi par son frère, ombre accablée et bossu. La mère venait derrière, comme si elle reprenait un exode ancien, perdue dans une angoisse sans fond, dans laquelle ni la terre ni la maison n'avaient leur place. Je traînais encore sur le perron. Je lui fis remarquer qu'il laissait la porte ouverte. « Personne ne viendra, dit la mère qui reprit son chemin. » La maison était abandonnée. La vie des hommes se retirait d'elle au travers des champs déserts. Comme les ensorcelés qu'une parole de Merlin eût transformés en figuiers ou en pierres de seuil, les pierres de ce désert étaient restées prisonnières de la volonté des hommes, transformées en maisons, et l'enchantement avait joué pendant des siècles. Maintenant venait la défaite des enchanteurs. Le charme était rompu. Peu à peu, le temps nouveau libérerait les pierres qui s'entasseraient au hasard. Je me retournai. Je vis par la porte luire encore une braise. La cendre allait se refroidir à jamais. Dernier pas sur le seuil, dernier coup d'œil,
Dernière lune à qui nous laissions ces pierres abandonnées au jeu sombre au clair des étoiles. Sur le grand plateau, un souffle passa, sans bruit. Si la Couvertoirade est une cité templière avec déjà un aspect modérément urbain et un peu clos vis-à-vis de la nature qui l'entoure, par contre, Grailles est en plein Larzac, et même s'il constitue une espèce d'oasis, c'est relativement luxuriante pour le Larzac, c'est-à-dire avec beaucoup de végétation, de grands arbres, des champs cultivés, quand même il évoque grandement ce désert, de même que les oasis de Canaan pouvaient évoquer les déserts qui l'entouraient. Oui, Grailles, c'est un peu une oasis au milieu du Larzac, c'est un peu un bateau, une île, et tout autour on entend le Larzac comme une mer avec le bruit du vent. Oui. Et en parlant du Larzac et des Cévennes, vous écrivez quelque part dans Vers Paradis, c'était un pays d'affût au loup, de récits de chasse, de non-sauvages, et de l'enfance et là la patrie, le pays qu'il n'a jamais vu. Alors ce Larzac était un petit peu au fond du monde, en arrière-plan, en arrière-pays, dans les rêves autant que dans la réalité, dans votre enfance. Absolument. Il était dans les rêves autant que dans la réalité. La réalité, nous y venions de temps en temps, mais assez rarement. Par contre, dans les rêves, il y était de façon permanente, parce qu'il constitue une double racine de tout homme d'oc, même de la plaine, même du bord de mer, puisque tous les hommes qui sont dans cette région, à l'exception des derniers arrivés, les rapatriés d'Afrique du Nord, ou actuellement les gens qui viennent d'un peu partout, mais enfin la population originelle de ce pays, en grande partie est descendue des montagnes et donc du Larzac en grande partie. Donc c'est à la fois, le Larzac est pour nous à la fois une source individuelle ou familiale et à la fois une source de toute une communauté, la source de toute une communauté. Et d'autre part, c'est un désert. Et il se rattache par cela même à tous les déserts de la Terre qui ont ce pouvoir fascinant sur les hommes, de ces terres immenses qui restent forcément sauvages, et où l'on sait d'ailleurs que les plus grandes religions se sont formées. Ce n'est pas dans la cohue des villes que se forment les grands courants spiritualistes qui jalonnent l'histoire, c'est toujours dans la fréquentation des solitudes du désert que la méditation de l'homme devient la plus approfondie, la plus puissante. Souvenons-nous de Moïse et de ses 40 ans dans le désert, souvenons-nous de Mahomet, et souvenons-nous de toutes les grandes religions. Oui, cette double face du Larzac, elle est fascinante. C'est d'un côté, vous parlez de l'histoire millénaire du Larzac et de son histoire récente. C'est un pays lourd d'histoire et en même temps c'est un pays, vous dites quelque part, sans mémoire. C'est-à-dire qui à mesure efface les traces de ce qu'il a vécu pour être toujours nouveau, pour être toujours un pays de la naissance, un pays de la terre nouvelle. Vous l'appelez aussi le pays du vent, le pays de la solitude. Bon, ça a nourri votre œuvre et votre enfance. Vous vous y replongez dans cette énergie primordiale. Souvent, vous y venez souvent sur le Larzac? Bon, chaque fois que je peux, le plus souvent que je peux. Ce n'est pas toujours très fréquent, mais il est bien certain que c'est pour moi chaque fois une sensation de rajeunissement et de vigueur nouvelle que j'y puise. Et de bonheur, de simple bonheur. Je m'y sens bien. Din l'or de Dieu, escrivez davantel, din la luz arras de la montagne, le monde prenia la cara d'un jove désert. Aqueu désert que sigue aqueu del Larzac, ou aqueu de la Garriga, ou aqueu d'Auctur, ou aqueu d'Ausomi, n'aime pas les forces del désert. Est-ce que le crentas ou est-ce que l'aimas finalement? M'agrada força, lo crente pas de tot e lo cerca puleu. Un te lo cerca? Lo cerca un tes, non te lo poda trobar. Non te lo poda trobar. Ma infine, lo cerca per la srazù che hai dit, che è un lloc on té la semblança ben o pas enneblar la vista de las causas, ni mai lo tocar de las causas, ni mai l'idea de tout ce que es darrière las causas. És un peu l'ouvert, c'est le corps de la réalité. Oui, cau fossa silenci, cau fossa concentració, donc tota semblança exterior és a desfutir e val mieux lo desert en tota son unitat. Lo desert és lo cel en nau, la terra en bas e l'homme au mitan.
Il y a une cause que vous agrade force, mi sembra, è di fare un vai e ven entre le désert et la vie des hommes. C'est-à-dire que le désert prend tout son ample finalement, une cop qu'elle avait laissé un peu et qu'il tournasse. Et il y a un moment de danse ici entre le désert et ce qui n'est pas le désert, entre le désert et les hommes. Et je sais que le désert, c'est la viscut tout sans fin, finirait par la sécade. Finirait par la sécade de l'âme et mai de l'esprit. C'est Moïse a puscu faire l'obra qu'a fait, et sai que d'avait viscut 40 ans dans le désert et d'avait médité 40 ans dans le désert, mais surtout, per de que n'est sorti et n'est rebengut vers son peuple, vers le peuple d'Israël, quand le peuple qui siège. Donc, tout à coup, ben d'une amène d'ambivalence qui est intérieure à tout homme et qui est nécessaire à sa progression. Pas mal que ce qui se passerait au désert ne serait pas d'affaire complète comme à Polestre quand l'artisanat dans le désert. C'est un cycle où le désert, cada fois, est une nouvelle naissance. C'est une nouvelle naissance. C'est un icône où le corps et l'âme se vont là-bas. Quand vous avez commencé à écrire, et surtout en écrivant en occitan, je suppose que vous avez cherché autour de vous des gens qui avaient la même pratique, qui avaient un petit peu les mêmes idées, qui se posaient les mêmes problèmes, qui étaient dans la même galère, disons, et sur qui vous êtes tombé? Évidemment, à Montpellier, sur qui on tombait, c'était inévitablement, et Dieu merci, heureusement, sur François Dezeuze, dit qui s'appelait lui-même l'Escoutaire. C'était un homme extrêmement cultivé. Il était imprimeur aussi, petit imprimeur. Enfin, il imprimait des cartes de visite, il imprimait des petites brochures, des choses comme ça. Et il le avait journal une équipe aussi, la campagne de Magalona. J'allais te le dire. Il publiait surtout ce merveilleux journal qui était lu, qui se vendait dans tous les kiosques de Montpellier, qui était lu dans tout Montpellier et dans les environs, et qui paraissait, je ne sais pas si c'est toutes les semaines ou tous les mois, il y avait 4 feuillets de cette grandeur du monde. Il a été un précurseur du monde. Et qui était dans lequel il s'en donnait à cœur joie. Il s'en donnait à cœur joie. Et alors, il faisait une espèce de chronique de la campagne, où il épinglait tous les faits comiques ou ridicules de la région. Mais si on regarde le temps de l'Escoutaire, avec ces pièces qui étaient jouées partout, avec ces journaux qui étaient vendus partout, avec partout dans la région, partout dans la région de Montpellier. Oui. Non, mais enfin, il y avait. Oui. Ah, mais il y avait une vie. Il y avait une vitalité occitane qui semble très atteinte aujourd'hui. Il y avait un tissu occitan, parce que dans les rues de Montpellier, on parlait l'occitan. Il a rêvé cette vie. On sent que ce type, toute sa vie, quand il marchait la nuit dans les rues de Montpellier, il y suivait à la trace Rabelais, ses copains, Rondelet et tous les autres. Oui, Montpellier a toujours été en pointe pour la médecine et le jardin des plantes aussi qui est attenant à la faculté, ça a été un des premiers d'Europe, le premier de France, je crois. En effet, le jardin des plantes de Montpellier a été l'un des premiers d'Europe. Il a été créé, sa création a été préparée par l'œuvre de Rondelet. Et ce jardin reste quelque chose d'extrêmement précieux et je crois que c'est une des choses essentielles dans Montpellier, près de cette faculté, que ce jardin. Et je dois dire que j'y ai passé des heures absolument remarquables en allant soit y lire, soit y rêver. Et les mystiques alchimistes du Moyen-Âge, comme Ramon Llull ou comme Arnaud de Villeneuve, ils vous ont marqué un petit peu dans... Oui, enfin marqué. Ils ne m'ont pas marqué directement, mais enfin ils m'ont fasciné comme m'ont fasciné tous les gens de cette époque. Et je reconnais que la fascination de François Dezeuze pour ces personnages me paraît pleinement justifiée. En ce qui me concerne, je dois dire que, évidemment, la leçon que je peux retenir de Raymond Lull ou d'Arnaud de Villeneuve n'est pas d'action directe. Je ne pouvais être ni théologien, ni chimiste, ni alchimiste. Mais l'alchimie m'intéresse, comme elle a intéressé tous les poètes et surtout les surréalistes, par cette
cet aspect mythique qui rejoint l'idée que je me fais du mythe, c'est-à-dire l'expression dramatisée ou théâtralisée d'une réalité cachée. Parce que qu'est-ce que c'est l'alchimie? L'alchimie, c'est sous le nom de métaux, d'or ou de pierres philosophales, la recherche d'une réalité supérieure. Aquest stau de família de Sant Adornin és un dels endrets on t'escrives e m'aves dit que en aquest moment escrivies de teatre. D'ailleurs, fai un peu de cor de teatre, jo ho trobo, amb el balustro, amb les arcades, amb el volto, amb les arbres. E me dizies, en parlant d'aquella peça que si has en train d'escriure, que és un exemple, en fi, me parlavies de la peça, e dizies de la fin, bon, és ben acord que mostra que el teatre pot pas ser una causa realista, que el teatre és lo zoo de l'imaginari. È l'uglio dell'immaginario, può pas essere mai. Se poveide per lo teatro greco che sortì da Stemples, come los misteris in Francia della Cemetiana, o come lo teatro d'Asno, che è un teatro appassionant e che crese io che per la Renaissance d'un teatro doc caldrà studiare de fons a quel teatro. E nettida, lo teatro d'Asno giapponese, lo caldrà studiare de fons, ci spa de faide giapponese in Francia, ma il y a l'esprit d'Auno che nous pose pourtant tant de causes e tant de riquezas. Hi ha també din ce que dizies que vos agrada no teatre és lo costat espectacle, en fin, ric, lo costat fadarier un po, sí. Emplegavies lo mot en comparant l'inspiració de la peça que s'has en train d'escriure, lo Mercant de Gàbia, a me d'una peça elisabetana, com per exemple lo Somni d'un agneau d'estier, ou en fin, de Shakespeare. Oui, s'agis pas de comparar dos peces que... Non parle d'inspiration. Parle d'inspiration, vuol dire, per io le songe d'une nuit d'été me sembla una peça on le teatre s'exprimis plenament. Vuol dire que connu pas de limites. Res l'empatxa pas d'anar dins un sens o dins un altre. És la llibertat total. E jo crec que, com per tota poesia, le teatre és llibertat. Quand vous avez eu la proposition de traduction de Vers Paradis par Alain Sur-Garcia, qui est le traducteur, et par Alain Nave du Chemin Vert, qui est l'éditeur, est-ce que vous avez dit oui tout de suite? Oui, sans hésitation, sans la moindre hésitation. Sans la moindre hésitation. J'ai toujours pensé qu'il était nécessaire à toute littérature de mettre la tête hors de l'eau et de respirer un peu à l'extérieur. Il ne suffit pas de proclamer, comme nous le faisons souvent, que notre littérature peut s'affronter à n'importe quelle autre littérature mondiale. Il faut le montrer. Il faut ne pas refuser, le jour où on vous le propose, de le montrer. Et je pense qu'il était bon pour la littérature occitane que d'autres que les Occitans prennent connaissance de ce que nous sommes capables de faire. Donc la traduction française, c'est d'une part une émulation, une circulation des textes, une ouverture dans les deux sens d'ailleurs, et c'est aussi poser dans la pratique un bilinguisme qui est la réalité de notre culture. C'est la réalité qu'on ne saurait nier. Il y est. Alors pourquoi le refuser? Alors moi, il y a des choses que je ne comprends pas, c'est qu'il y a des gens qui se plaignent constamment du ghetto dans lequel nous sommes enfermés. Nous y avons été enfermés, c'est certain. Mais qui, chaque fois qu'une occasion se montre de mettre le nez dehors, se mettent à hurler contre en disant qu'il faut rester pur et dur et à l'intérieur. Seulement à l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait? Le temps passe, la langue meurt, c'est une hémorragie, c'est le sang qui coule. Et il ne coule pas indéfiniment le sang. Quand il a fini ses 5 litres, il n'y en a plus. Au revoir, merci, terminé. Un escrivain dins un siècle, a que vau dire per mas roquet a peu près 50 anys d'activitat occitanista, costat de l'escritura e en ligaison amb l'escritura. Aves començat en els anys 30 aquella activitat e bon, après la guerra aves participat a la fundació de Lieo, puis aves treballat directament dins l'expandiment d'Open Club de l'Engodó. Tot això, non solament l'aves fet per 50 anys, ma l'aves pas acabat, lo continuar aquest treball. Il n'est pas fini. Il y a aussi toujours mobilisé par Kikon. Et le boulot est plat.
ho fa a me plaisir. Là, il fait l'IEO, se devait faire. Il y a bien vu l'Institut de Studis Catalans, che è stato urus in superface per la catalanità e credo che la lezione era de seguida. Après, ça avait participé à Dafun, au Pen Club de Lengodó. Oui. Es parla un poco de quel Open Club, ce que es important en Open Club es que es la associació occitana que sigue sur le plan international Oui. reconeguda. L'Open Club international est, comme son nom le dit, une association d'organisations nationales inscrivables. Un autre punt de rencontre és la revista OC, que hi avait participé d'un vieil son raviscul en Quintanada. 78. És una revista que è stata fundata per Ismael Girard En 24. en 24. 24 Camille Soula. Oh. E après la mort d'Ismael De Girard, Girard, M. Benguquer, per ne venir directo, è una rivista che è oberta a tutti, che è una rivista puramente creativa, non mesclem pas de garouilles d'un peu per tot, volem unicament publicar d'obres nouvelles, come che sia, d'un temps che pascoe, a despart de las que val pas vertadierament pares. E din un consell de direcció vegina també con Pablo Renanelli, que és mort aquest any. Oui, que è il nostre president. Amb Bernard Manciet, Max Allier e tot un bureau, en fin, de gent que representa un poc. Oui, oui, un peu per tot, e ho vuole tornar a dire, és obert a totes. Da un au vai e da un mai es treballa. Treballa perché davant io din l'esperit de causes che sono prestes. E las che ho fai Che buttano alla roda, che io che sono qui, che piccono alla porta per sortire, allora las che ho sortito. E per essere tranquillo ormai las scrivo. Perché l'escritura finalmente è un po' uno trevo che avesse dei dini e che la fa ben Ah oui, sortire. la sortire una voce che parla. Oh. Che parla també de gnocchi, e quand dormi se passe, o che parla per lo somni. Et j'ai beaucoup appris, j'ai énormément appris. J'ai toujours dit que on appelait autrefois les études secondaires les humanités. Eh bien, je considère que la médecine double les humanités. Elle apporte des humanités supérieures par la connaissance des êtres qu'elle impose auprès d'eux par une relation qui est celle du moment où ils se livrent, du moment où ils se montrent dans leur vérité totale. Parce que devant la douleur, devant la solitude, devant la maladie, ils sont seuls et ils sont nus. Ils se montrent nus, ils se montrent nus. Et c'est cette curiosité des êtres. C'est une curiosité des êtres qui n'est qu'un effet de miroir, parce qu'enfin, on se cherche dans les autres, c'est évident. Et on cherche à savoir si ce qu'on ressent soi-même, si ce qu'on a pu ressentir à certains moments, on est seul à le ressentir, ce qui est faux, parce que nous sommes tous bâtis de la même étoffe. Mais comment les autres le ressentent. Et c'est une chose qui m'a toujours passionnément attiré. Et en fait, dans ces cas-là, c'était le médecin, c'est-à-dire l'homme, qui comptait autant que la médecine. Il y a les deux. On ne peut pas être un médecin si on n'est pas un homme, d'abord. Moi, il me semble un homme, je veux dire au sens plein du terme, un homme qui est ouvert aux autres, qui ressent les autres, qui les interroge et qui les plaint, s'ils ont besoin d'être plaints. Alors maintenant, il y a un besoin un petit peu général des gens de se resituer, de ressaisir un peu leur identité occitane. Ça se fait de plusieurs façons, vous êtes assez actif là-dedans. Il y a notamment l'Office culturel régional, il y a le studio d'acteurs occitans. Vous pouvez un petit peu expliquer? Oui, eh bien, il est certain que on a trouvé à Montpellier un climat particulièrement heureux en matière de culture occitane, puisque le conseil régional, dont un certain nombre d'élus sont très sensibles à la revendication occitane, à la sensibilité occitane, et
souhaite voir restituer à la culture occitane la place qu'elle n'aurait jamais dû perdre et que lui ont toujours refusé tous les régimes, quels qu'ils soient, la royauté, l'empire, les républiques, jusqu'au 10 mai 1981. Mais cette ambition-là, qui est la vôtre et qui est celle d'une bonne partie du mouvement occitan, elle est un signe de santé du mouvement culturel occitan, mais pour d'autres qui sont, disons, un peu plus loin de ça, ça paraît un peu comme du donquichotisme. Alors je suppose qu'il y a quand même des tiraillements et que c'est pas gagné tous les jours et que c'est à conquérir cette place. Bien sûr, mais nous, de la culture occitane. On nous a dénié même le fait d'exister en tant que langue. C'est du plus haut comique quand on pense que la Languedoc a été la première langue littéraire d'Europe, la première langue de culture d'Europe. Si elle s'est diluée en un certain nombre de dialectes, et si souvent elle est patoisée, c'est tout à fait pour une raison simple, c'est qu'on lui a refusé le droit à l'école et le droit aux actes officiels. Or ça date des vies de Villers-Cotterêts, c'est pas avant hier. Alors je dis qu'il y a une position malhonnête vis-à-vis des gens qui plaident la cause de la France contre l'Occitan. On n'enseigne pas un homme à blanc pour lui refuser ensuite de le transfuser. Ça veut être la logique du crime parfait. Ce qui veut dire qu'on est un assassin. Si on dit on peut le saigner à blanc, et après on lui refuse la transfusion, moi j'appelle ça un meurtre. Eh bien le meurtre, il est sur les mains de la France. Il est sur les mains de toute la France, celle qui a voulu cela, et de tous ceux qui continuent à vouloir cela. Et quand certains se moquent de l'accent, qu'il soit l'accent breton, l'accent corse ou l'accent occitan, ils oublient une chose, c'est que sur les mains de la France, sur les mains de la langue française, l'accent, c'est la tache de sang. Signor, per carità, non andate fuori di qua. L'uomo di Sasso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io c'ero, io manco. Se vedeste quel figura, se sentiste come fa. Ta, 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 ta. Canta di scaletta, ta, 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 ta. Tu sei manco ai te.